Après ce petit temps pédagogique, on a la chance d'accueillir sur ce second plateau à nouveau Christian Perronne. Merci encore d'être là pour ce second plateau. Nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir aussi Pierre Chaillot. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous de prendre ce temps. Vous êtes statisticien et aussi nous avons la chance donc d'avoir Mélodie de l'association Où est mon cycle. Merci à vous d'être là. Merci à vous. Voilà, c'est encore un plaisir de continuer dans cette émission Hold Up 3 ans après, de faire ce bilan, de prendre ce recul. Donc tout d'abord, on aimerait vous poser des questions personnelles pour savoir comment vous avez en fait vécu la sortie du documentaire Hold Up, dans lequel certains d'entre vous sont intervenus, et comment vous avez vécu personnellement ce lâchage médiatique, ce traitement médiatique. Donc je ne sais pas, Mélodie, si vous voulez commencer à intervenir. Moi, ça a été de loin, parce que je n'étais pas dans le film Hold Up. J'ai pu avoir un petit peu sa sortie, et en fait, j'ai trouvé ça absolument terrible, le lynchage médiatique qu'il y a eu tout autour. Et donc, je me suis dit, c'est que forcément, ils sont dans le vrai. Parce qu'à l'époque, moi, je n'étais pas dans la résistance comme maintenant je peux l'être. C'est là que je me suis dit, voilà, pour se faire autant lyncher, c'est qu'il faut l'écouter, c'est qu'il faut encore plus le voir. C'est surtout ce que je me suis dit. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez vous présenter, vu que vous n'étiez pas dans le documentaire, et voilà, partager un mot sur l'association Où est mon cycle? Voilà, donc Mélodie Ferrand, j'ai créé le collectif Où est mon cycle il y a 2 ans, suite à pas mal d'effets secondaires. Je me suis rendu compte qu'énormément de femmes avaient des effets indésirables, gynécologiques. Et il y en avait tellement que le silence était absolument impossible. Et donc voilà, on a créé ce collectif pour permettre d'avoir vraiment un espace de parole et de discussion pour les femmes qui étaient seules chez elles, malades, maintenant. Après l'injection Covid. Pourquoi vous avez décidé de créer cette association? Quel est votre cheminement finalement? Moi, très bêtement, j'avais quelqu'un dans ma famille qui avait un cancer très grave dont je m'occupais beaucoup. On m'a dit, attends, tu rigoles, tu vas vraiment la mettre en danger. Il faut que tu te fasses vacciner. J'y suis allée absolument avec aucune conviction, mais avec plutôt la peur de lui faire du mal si jamais je le faisais pas. Je travaille beaucoup, je suis pas sur les réseaux sociaux, je suis pas à la télé, je regarde pas la télé. Parce que je crois que vous êtes ébéniste. Oui, moi je suis ébéniste. Je travaille beaucoup. Je n'avais pas suivi vraiment tout ce qui s'est passé à l'époque. Et puis, bêtement, j'ai fait mes 2 doses en me disant, voilà, je vais continuer à l'accompagner en chimiothérapie. Puis après, j'ai eu des hémorragies qui étaient très importantes. Ma vie a été très, très affectée, en fait, parce que j'ai eu des troubles gynécologiques qui étaient tout le temps là. Voilà, on a ces règles au bout de 10 jours, au bout de 15 jours. En une journée, c'est un paquet de tampons, un paquet de serviettes. Voilà, c'était très, très sympa. Puis c'est sympa d'en parler. Donc, vous avez vous-même vécu l'expérience. Voilà, je l'ai vécu. Puis je me suis dit, bon, allez, les règles, c'est pas un tabou. Je vais en parler. J'en ai parlé. Voilà, on fait un apéritif entre copines. Je sais pas, on se voit, on en parle. Et puis là, mais moi aussi. Je me suis dit, mais en fait, c'est super grave ce qui est en train de se passer. Là, autour de moi, j'ai trop de gens qui sont malades, qui sont impactés. Et puis, j'ai ouvert un compte Instagram. J'ai dit, mais attends, comment on fait pour buzzer là, pour en parler et pour que ce soit facile? On va faire un compte Instagram qui s'appelait au début Vaccin menstruel. Je trouvais que ça matchait bien. Et j'ai commenté quelques publications. Et puis là, les témoignages sont arrivés par milliers. Par milliers? Oui. Et là, aujourd'hui, votre association, vous êtes à combien de... On a plus de 12 000 témoignages, mais en fait, je me fais très régulièrement hacker, donc j'en perds beaucoup. C'est un peu compliqué. Et vous, Pierre Chaillot, est-ce que vous pouvez vous présenter aussi rapidement et nous dire comment vous avez vécu le traitement médiatique et ce narratif officiel qui a été écrasant pendant ces 3 dernières années? Alors moi, Pierre Chaillot, je suis statisticien et donc depuis 2020, j'épluche toutes les statistiques qui sortent sur tous les sites officiels, que ce soit l'INSEE en France, Eurostat en Europe, ou même tout ce que sortent les différents ministères, notamment le ministère de la Santé. Je dois avouer que je suis resté dans ma bulle assez fortement pendant assez longtemps et donc je regardais absolument rien des documentaires ou des avis des autres qui sortaient puisque 100% de mon temps, je le consacrais à faire des analyses, à charger les données, à écrire des programmes informatiques et à les commenter. Donc au début, quand Hold Up est sorti, j'en ai entendu parler de loin, mais sans le voir. Il n'y a qu'au bout d'un certain temps que j'ai fini par voir au moins le début, à force que les gens insistent. Il avait déjà été lynché à ce moment-là et j'avoue que je n'ai pas compris. J'ai trouvé ça assez surprenant de voir un lynchage pour ça. C'est vrai qu'au début, il y a des gens qui s'expriment de différentes manières, qui parlent de la situation. Et la fin fait le lien, on va dire, entre la situation qui s'est passée et puis les intérêts, notamment du grand capital, de la financiarisation de l'économie. Et probablement que cette partie-là, elle est un peu trop loin au moment où le film est sorti. Et donc, moi, la réflexion que je me suis faite, c'était que probablement que les gens n'étaient pas prêts à ce moment-là. Donc voilà, c'était peut-être ça, mais beaucoup d'informations qui sont sorties nécessitaient un certain timing. Et vous pouvez remarquer que mon livre, il n'est pas sorti tout de suite non plus. Et je pense que s'il avait été sorti plus tôt, il n'aurait pas forcément eu l'écho qu'il a eu. Il ne faut pas sortir trop tard les choses, mais pas trop tôt non plus, parce qu'il faut que les gens soient quand même prêts à entendre des choses. On rappelle le nom de votre livre qui est ce que relèvent les chiffres officiels. Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Et je suis très content de rencontrer pour la fois Mélodie, puisque en effet j'ai souhaité que les droits d'auteur du livre participent
à financer les actions de Oui Mon Site. C'est merveilleux. Et en termes d'accès aux statistiques et aux données, pour vous permettre de réaliser ces travaux et ces études, quel est le niveau de transparence que vous avez rencontré par rapport à la quantité de données disponibles pour vous permettre de faire ces analyses? Il y a déjà énormément de choses qui sont publiques et en ligne, et le plus beaucoup sont mal analysées, puisqu'elles sont analysées par un prisme qui est qu'il faut toujours défendre le narratif que le virus est dangereux et le vaccin est sûr et efficace. Donc l'idée du livre, c'était de reprendre ces mêmes chiffres, de reprendre les études pour montrer que ce n'est pas du tout ce que les chiffres révèlent, bien au contraire. Et puis, il y a quand même certaines statistiques qui manquent encore aujourd'hui. Notamment, on aimerait obtenir depuis très longtemps le statut vaccinal de toutes les personnes décédées en France, de manière anonyme, avec des statistiques, mais depuis le début de la vaccination anti-Covid-19. On aimerait avoir ça, le raisonnement étant simple. Si jamais il y a un virus tueur qui ravage l'humanité et qu'on a un vaccin sûr et efficace, alors les vaccinés meurent moins, par tranche d'âge évidemment, voilà. C'est tout bête. Évidemment, le ministère de la Santé refuse de nous communiquer ces chiffres, nous refuse tous les accès. On a fait une demande, avec Laurent Toubiana, a fait une demande directement auprès de la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, qui est censée nous fournir ce genre de documents, qui a refusé, auprès du ministre de la Santé, etc., au motif à chaque fois que ce serait bien trop long et trop coûteux pour l'administration de faire cette extraction. Ça prendrait quelques jours. Depuis combien de temps vous avez demandé les premières demandes ont été extrêmement rapides. Je pense qu'on a dû demander, on en a discuté avec Laurent Toubiana, il en reparlera certainement, mais fin 2021, début 2022. Oui. Et il y a eu des premières négations officielles à partir de l'été 2022, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qui traîne. C'est long. Oui, c'est long. Et d'ailleurs, plus récemment, vous avez eu accès à ces données-là pour l'Angleterre et vous avez réalisé une analyse sur votre chaîne YouTube pour pouvoir montrer l'impact entre statut vaccinal et taux de décès. Oui, il y a très peu de pays qui diffusent ces données-là. À ma connaissance, il y en a surtout 2. Il y a eu l'Écosse qui l'a diffusé au tout début de cette histoire-là. Et dès qu'ils ont montré que les vaccinés meuraient plus que les non-vaccinés, ils ont supprimé les données en disant on ne veut pas alimenter les discours complotistes, vous comprenez, c'est trop dangereux. Donc voilà, ils ont tout simplement viré ça. Et donc après, il y a l'Angleterre, c'est Angleterre et Pays de Galles qui diffusent sur le site de l'ONS. Et donc là, on a des choses. Ils font des statistiques de décès tous conventus selon le statut vaccinal. Et donc là, il y a différentes périodes qui se sont passées. On voit des incohérences dans les statistiques. J'en parle dans le livre, que notamment l'équipe de Norman Fenton a montré qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, qui viennent notamment du fait que les gens sont considérés toujours non vaccinés dans les 15 premiers jours suivant la vaccination, ce qui gonfle les résultats des statistiques vaccinaux. Ça, on sait que ce n'est pas les seuls pays à le faire. Notamment, il y a la Suède qui a avoué le faire aussi, puisqu'elle a répondu à une internaute qui pose des questions sur les statistiques. Voilà, donc on sait que ça, c'est des choses qui se font. Et puis, malgré tous ces chiffres-là, malgré ces biais-là qui ont entretenu au début de l'histoire une fausse efficacité vaccinale, on se rend compte maintenant avec les statistiques que les vaccinés sont surreprésentés dans les décès. C'est-à-dire que la part de vaccinés dans les décès est supérieure à la part de vaccinés dans la population. Et ça se voit avec les statistiques anglaises. Donc là, on a un vrai problème. C'est-à-dire que ce sont les vaccinés qui meurent trop. Donc on peut avoir le discours, oui, mais les vaccinés, ce sont des gens en bien mauvaise santé, c'est pour ça qu'ils meurent trop, ça n'a rien à voir avec le vaccin. Mais ce qui veut dire que le vaccin ne sert à rien, globalement, puisque c'est la santé des gens qui prime, et pas le reste. Et puis c'est contradictoire avec la totalité des études qui ont été faites sur le sujet, qui promouvaient le fait que les vaccinés, c'était des gens plus intelligents, plus éduqués, en meilleure santé que les autres. Voilà. Donc tout d'un coup, quand il s'agit d'être face à la mort, ce serait un désavantage d'être vacciné. Donc ça nous pose un problème. On peut toujours discuter de la qualité des données, donc on peut nous dire oui mais non c'est les données qui sont mauvaises, mais donc si les données sont mauvaises, ça veut dire que les gouvernements se fichent de nous depuis le début puisque leurs données sont mauvaises, et si les données sont bonnes, ça veut dire que le gouvernement se fiche de nous depuis le début puisque le vaccin ne sert à rien. Donc il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Que pensez-vous, Christian Péronne, de ce manque de transparence par rapport aux données publiques dans le cadre de cette pandémie ? C'est terrible parce qu'il faut que des chercheurs mendient pour avoir accès aux données qu'on leur refuse en disant c'est trop compliqué, ça prendrait trop de temps de nos fonctionnaires pour donner ça. Alors qu'ils les ont, les données, on sait très bien. Mais pour eux, ce serait un tel aveu qu'ils préfèrent masquer le coup. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est reconnu maintenant partout, même par Pfizer, même par Delfrécy, partout, qu'il n'y a aucun effet de ces soi-disant vaccins sur la transmission. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, sur les autoroutes, tous vaccinés, tous protégés. L'obligation vaccinale pour les soignants, les gendarmes, les pompiers, les militaires et bien d'autres, ou pour voyager, ou pour aller au restaurant, c'était basé sur le fait de ne pas transmettre, de protéger papy-mamie, que les enfants étaient stigmatisés. On a voulu les vacciner dans tous les pays. Heureusement, en France,
les parents bien résisté. Il y a eu peu d'enfants vaccinés, mais il y en a eu trop. Parce que, et surtout, Vous avez les chiffres, docteur je ne vais pas donner les chiffres, je préfère que Pierre Chaillot donne les chiffres après. Pierre Chaillot, c'est lui le statisticien mathématicien. Mais quand même, c'est quand même terrible que ce sont des jeunes, surtout dans l'excès de mortalité qu'on a actuellement. On a vu, comme le dit Pierre Chaillot dans son livre, pendant la crise Covid, les premières vagues ont été un peu virulentes. Maintenant, le virus, il est tout à fait anodin, mais au début, il a tué des personnes très âgées, de plus de 85 ans, avec de gros facteurs de risque. Mais en population générale, il n'y a pas eu d'hécatombe. Et que maintenant, on voit une augmentation de mortalité dans toute la population, y compris les plus jeunes. C'est ça qui est important à comprendre. Et ça, évidemment, le gouvernement, il se cache sous le tapis. Parce qu'ils ont la trouille. Regardez, Jean-François Delfrécy commence à avoir un peu peur. Il dit, ça ne m'a pas fait rire, parce que tout ça est très triste, mais récemment, il y a eu 4 personnes qui ont écrit un livre. Il y a eu Agnès Buzyn, Olivier Véran, Delfrécy et puis Édouard Philippe. Et ils se renvoient tous la responsabilité. C'est-à-dire qu'ils commencent à pétocher, parce que le jour Delfrécy dit « Oui, mais nous, on était juste des experts, on a donné un avis, on n'avait pas toutes les sources, on n'était pas sûr de ce qu'on disait, mais c'était aux politiciens d'assumer, c'est eux qui ont pris les décisions, donc c'est pas nous. » Véran, il dit, écoutez, moi je suis médecin, mais je suis neurologue, je n'étais pas compétent en maladies infectieuses. Les avis que j'ai donnés, je me suis appuyé sur des experts. Voilà, donc ça va être presque drôle, mais malheureusement, ce n'est pas drôle, cette situation, c'est dramatique de les voir s'écharper, parce qu'ils vont tous se renvoyer la responsabilité. Parce que de plus en plus, même si la France est un des pays qui camoufle le plus les données, ça commence à sortir dans d'autres pays. Il y a l'Angleterre, mais il va y en avoir d'autres. Et sur les contrats, les contrats totalement ahurissants entre les États et les fabricants de vaccins, le fabricant reconnaît quand l'État signe le contrat, on n'est pas sûr que ça marche, on n'est pas sûr que ce soit bien toléré, on n'est pas sûr qu'il y ait des effets secondaires, mais surtout, signez, vous nous donnez des milliards, et surtout, vous signez que s'il y a un problème, c'est pas nous qui sommes responsables, c'est vous, les États, qui allez payer les pots cassés. C'est du jamais vu dans l'histoire de la médecine. Déjà, aux États-Unis, sur les vaccins, ils avaient obtenu un petit peu des clauses comme ça, même avant le Covid. Mais dans le reste du monde, c'était du jamais vu. Et pourquoi la France ou l'Europe ne peut pas donner les contrats? Tout est caché. Pourquoi? Juste pour réagir sur Hold Up, parce que vous demandiez... Comment vous avez vécu cette sortie aussi? Parce que moi, j'ai participé. D'ailleurs, un des critiques principales du Conseil de l'Ordre des médecins contre moi, c'était d'avoir participé au film Hold Up. Moi, je suis très fier d'avoir participé. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, d'abord, il était très long, ça durait presque 3 heures, et beaucoup de Français ont regardé le début, puis après, même sur Internet, quelquefois, quand moi je vois des gens qui font des vidéos de 2 heures, je décroche un peu, parce qu'on n'a pas le temps de... Donc il aurait fallu peut-être une version plus condensée. C'est une petite critique, mais le film, je l'ai admiré. C'est vrai qu'au départ, il était prévu pour être dans les salles de cinéma. Voilà, c'est ça, je l'ai admiré d'un bout à l'autre. Mais alors, après, c'est vrai qu'il y avait une première partie qui n'était pas trop complotiste, entre guillemets. Et après, on est parti sur des données politiques de contrôle de la population mondiale qui s'avèrent totalement vraies maintenant. Même on voit Attali, Klaus Schwab ont avoué tout ça, l'ont écrit. Mais je l'ai vu même dans ma famille, chez des proches. Les gens, il y a 3 ans, n'étaient pas du tout prêts à se prendre tout ça dans la figure. Et il y a eu une sorte de rejet de la part de gens que je connaissais bien, qui étaient d'accord pour avoir un esprit critique au début. Puis quand on leur a balancé tout ça dans la figure d'un coup en 3 heures, ça les a paniqués. Et moi, je vois même dans ma famille, mais avec mes enfants... Les jeunes aujourd'hui, ils ont envie d'avoir un avenir radieux. Ils ont été élevés dans des bonnes conditions. Ils regardaient Walt Disney, un monde de bisounours. Non, mais ils n'ont pas souffert, ils n'ont pas eu la guerre. Ils ne peuvent pas imaginer d'abord qu'un État aille contre une population. Et ça, c'est un chemin qui va être long chez beaucoup de gens, des jeunes et des moins jeunes. Alors qu'on a l'évidence que ces élites de milliardaires veulent nous contrôler. C'est que s'il y a un générique où ils reprennent la petite phrase de Klaus Schwab qui dit pourquoi vous avez peur, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Je ne sais plus comment il tournait ça, mais c'est un petit peu ça. Et moi, ça me fait froid dans le dos. Et maintenant, on a la preuve que tout ça a été organisé, planifié. Hein. Quand on dit que le virus comme ça est tombé du ciel, pourquoi sur la page de The Economist,
en janvier 2019. The Economist, c'est le journal économique des Rothschild, bon, c'est en anglais, mais il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui le lisent. La première page, donc vendue dans le monde entier, il y avait l'homme de Vétruve, Léonard de Vinci, il y avait un pangolin à ses pieds, il y avait le tatouage ARN de vaccin dans le bras, il avait le QR code dans la main, les 4 chevaliers de l'Apocalypse masqués. C'était 9 mois avant le début de la pandémie. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un pangolin à l'époque. Et puis après, quelques semaines avant le début, il y avait Event 201, l'événement 201, organisé par la Johns Hopkins University aux États-Unis, avec toutes les organisations fédérales américaines, Bill Gates, pour faire la répétition générale de la pandémie de coronavirus, qui bien évidemment allait arriver prochainement. Et comme par hasard, poum, elle arrive quelques semaines après. Donc tout ça, il ne faut pas se moquer de nous. L'Agence de santé publique a décidé... Je pense que c'est pas rassurant, je suis d'accord avec vous. Ça sera une grave épidémie. Les entreprises vont devoir fermer, c'est un fait. Nous sommes en train d'aller vers quelque chose de dangereux. Quelque chose doit changer. C'est quoi vos priorités? Mais où est l'argent? Donc il y a une peur massive? Et cela va continuer à augmenter de manière exponentielle. Nous pourrions voir le nombre de cas doubler en une semaine. Vous ne rêvez pas. Il s'agit juste d'une mise en scène qui a eu lieu le 18 octobre 2019 aux États-Unis pour une répétition générale en cas de pandémie mondiale. Autour de cette table, tous les secteurs représentés, les hôpitaux, les transports, les industriels, l'armée et les médias. On y évoque également le rôle des réseaux sociaux dans la désinformation. J'ai peine à le croire. La désinformation sape les efforts de contrôle de la pandémie. C'est évident que c'était programmé. Il y avait des symboles de la pandémie coronavirus déjà il y a des années, quand on cherche un petit peu. Donc, tout circulait déjà. Je pense que le principal problème de cette pandémie, ça a été les médias qui ont tout camouflé. Bon, ils étaient aux ordres, hein, et qui ont maintenu finalement les Français dans un état d'abrutissement. On leur disait tous les soirs qu'ils allaient mourir. Jérôme Salomon, en plus, ça m'a fait de la peine parce que c'était un médecin que j'aimais bien, qui était dans mon service. J'ai connu un tel, c'est moi qui l'ai nommé professeur, et après il était directeur général de la santé. Il comptait les morts tous les soirs à la télé. Vous avez eu des liens avec ces personnalités, justement? Depuis, je ne l'ai pas contacté. Au tout début, première semaine, on s'est échangé quelques SMS, mais après, j'ai vu que ça partait dans... C'était pas comme ça qu'on gérait une épidémie. Moi, j'ai géré des épidémies avec des gouvernements pendant 15 ans. J'ai dit, mais ils font tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc, Et comment ça se gérait à l'époque? On isolait les malades, ouais. Pas la population. Un confinement, ça n'a jamais servi à rien. On a la preuve que les confinements ont plutôt aggravé la mortalité qu'amélioré. Et puis, quand il y a une suspicion de traitement qui marche, ce n'était pas qu'une simple suspicion. Au premier SRAS, le premier coronavirus de la chauve-souris chinois, les Chinois avaient déjà montré que l'hydroxychloroquine marchait, que la plante Artemisia marchait. Ils avaient bien contrôlé. Bon, le virus n'a pas été très contagieux. Il était virulent, mais pas très contagieux. Quand il y a eu l'épidémie est tombée sur la Chine, les Chinois, même s'ils ont eu des mesures paramilitaires que je réprouve, ils ont quand même contrôlé extrêmement vite l'épidémie avec l'hydroxychloroquine, l'Artemisia, plus l'isolement. Et il y avait déjà des données qui venaient de Chine. Alors, beaucoup d'études étaient en chinois, mais il y avait quelques études en anglais. Et il y avait un monsieur, je crois qu'il s'appelait Chen, de mémoire, je ne sais plus... qui était le premier auteur d'une publication chinoise. Ils avaient déjà fait une étude randomisée contre placebo chez des patients Covid hospitalisés avec une pneumonie visible au scanner, donc ce n'était pas juste des tout petits Covid. Ils avaient montré que l'hydroxychloroquine faisait beaucoup mieux que le placebo. Et ça a été publié au printemps 2020. Donc, quand j'ai vu tous les gens défiler sur les plateaux, il n'y a aucune étude randomisée dans le monde, je dis c'est faux. Alors ils ne savent pas lire. Et de dire qu'il faut faire des études randomisées, on aura le résultat dans plusieurs mois, alors qu'il y avait des centaines de morts tous les jours, j'ai dit c'est criminel parce qu'il y a un médicament, des milliards de gens l'ont pris dans le monde sans problème. Les quelques cas très rares d'effets secondaires, c'était des surdosages ou des gens qui avaient des problèmes cardiaques. Mais même pendant la pandémie, les problèmes cardiaques, c'était, contrairement à ce que dit le ministre, ce n'était pas dû à l'hydroxychloroquine, c'était dû au virus. On sait que le virus provoquait, je parle des premières vagues, parce qu'après maintenant le virus est devenu très bénin, mais il y avait des thromboses et des problèmes cardiaques. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient pas pris un seul comprimé d'hydroxychloroquine faire des troubles du rythme majeurs à l'hôpital. Donc, ça n'avait rien à voir avec le médicament, c'était la maladie. Et on nous a embrouillés, on nous a fait croire qu'il fallait attendre les résultats. Et alors, le comble,
En France, il y avait Discovery Covid, 2 grandes études sponsorisées par le ministère de la Santé et les autorités. On arrive à peu près à mi-chemin. Il y a une analyse intermédiaire qui n'était pas officielle, mais elle a fuité sur Internet parce qu'il y avait des diapositives des données qui avaient circulé. D'ailleurs, ça n'a jamais été démenti. Il montrait que dans toutes ces études, les seuls groupes de patients qui s'en sortaient bien, c'est ceux qui avaient reçu l'hydroxychloroquine ou pour Covid, l'hydroxychloroquine, azithromycine. Là, Véran dit, oh là là, on est cuit. Et par chance, l'article frauduleux du Lancet, maintenant on sait que c'était une fraude totale scientifique, dit la chloroquine ne marche pas, c'est très dangereux, ce qui s'est avéré totalement faux. Véran saute là-dessus. Je crois qu'il avait même déjà décidé avant. On arrête toute inclusion de patients dans les études randomisées. Et elles n'ont jamais été publiées. Parce que ça se retournait contre eux. Et puis la seule qui a été publiée, c'est l'étude internationale sous l'égide de l'OMS, pilotée par une université anglaise, Recovery, où ils ont utilisé 5 fois la dose maximum autorisée chez l'homme, qui est une dose potentiellement mortelle. Vous savez que si vous bouffez plusieurs boîtes d'hydroxychloroquine d'un coup, c'est un agent du suicide. C'est connu. Mais bon, et il y a eu un excès de mortalité dans cette étude dû à la toxicité du médicament. Donc, moi, en tant que médecin qui est trempé là-dedans, dans la gestion des épidémies, dans le médicament, dans les vaccins... Vous vous êtes dit quoi? J'ai dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de tuer les gens, d'empêcher qu'on les soigne. Et d'ailleurs, j'étais très fier parce que c'était fin 2021, ils commençaient tout juste à lancer le vaccin. Et j'avais écrit un communiqué en français qui a été traduit en anglais, d'ailleurs qui a fait le tour du monde, où je racontais, attention, ces produits, c'est des produits expérimentaux, ce n'est pas des vaccins. Je l'avais écrit en toutes lettres. J'avais dit, attention, nos cellules humaines, normalement, vous savez, c'est un peu technique, mais on a l'ADN qui est dans nos chromosomes, qui donne c'est les gènes qui disent si vous allez avoir les yeux bleus ou bruns, etc. Après, c'est transcrit par l'ARN messager en protéines. Bon. Mais quelquefois, ça marche à l'envers. Alors, c'est rare. On dit, il y a le virus du sida, par exemple, qui va à l'envers de l'ARN vers l'ADN. C'est pour ça que le virus du sida, sa copie peut s'intégrer dans le génome, dans les chromosomes humains. C'est pour ça qu'on ne peut pas guérir complètement l'infection à VIH. Il y a des médicaments qui stabilisent bien les patients, mais le virus, il est à vie dans nos gènes. Alors, on dit, oui, mais ça, c'est que le sida. Non. Nos génomes humains, moi j'avais appris ça à l'Institut Pasteur il y a 20 ans, dans 30 ans, maintenant, je sais plus quand je suivais les cours de Pasteur en virologie, nos génomes humains ont incorporé des rétrovirus animaux. Alors, certains peut-être nous rendent service tous les jours, ils ont aidé au fonctionnement de nos cellules animales puis humaines. Donc on a des gènes pour coder à l'envers de l'ARN vers l'ADN. Alors souvent ces gènes ils dorment, mais s'il suffit que chez quelques personnes ils soient stimulés, et on peut intégrer la copie de l'ARN messager du vaccin dans nos chromosomes. J'avais dit, attention, si jamais ça va dans les cellules sexuelles, ça peut se transmettre aux enfants. J'ai eu un tollé, on m'a démoli dans les médias en disant que je disais n'importe quoi. Et puis, 3 mois après, il y a un article de Proceedings of National Academy of Science, un grand journal de l'Académie des sciences américain, qui confirmait qu'on pouvait trouver la copie du soi-disant vaccin ARN messager Covid dans les cellules humaines. Alors, c'était au laboratoire, in vitro. Il y a eu 3-4 articles depuis dans des bonnes revues scientifiques. Donc tout ce que j'ai dit s'est avéré vrai. Et ça, j'étais beaucoup attaqué là-dessus, mais je suis fier de l'avoir dit à ce moment-là. Donc d'un bout à l'autre, que ce soit le confinement, les masques, je n'étais pas anti-masque, mais un masque, ça se porte quand quelqu'un tousse et crache dans une pièce, mais pas en population générale. Les médicaments interdits, c'était du jamais vu. Et puis après, ces soi-disant vaccins qui étaient des thérapies géniques. Voilà, j'ai toujours été là pour dire stop. Bon. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui, qui reviennent vers vous en vous disant, mais finalement, professeur Peyronne, tout ce que vous avez dit, ça s'avère être vrai aujourd'hui? Ah oui, il y a quelques journalistes qui quelquefois me le disent en privé, mais ils ne veulent pas l'avouer, parce que si je dis ça, je perds mon boulot. Oui. Il y a de plus en plus de médecins généralistes et spécialistes libéraux hospitaliers. C'est incroyable qu'ils m'ont... Quelquefois, quand je fais des réunions en France, il y a des centaines de médecins dans la salle et ils sont tous à fond pour moi. Et ils disent, vous sentez que 3 ans après, il y a quand même eu une évolution. Mais on n'ose pas le dire parce que si on parle, je vais avoir des ennuis avec le Conseil de l'Ordre. Il faut bien voir que le Conseil de l'Ordre, finalement, il n'a pas radié tant de personnes que ça. Il a radié ceux qui ouvraient un peu trop leur grande gueule, entre guillemets, pour l'exemple et pour faire peur aux autres, c'est tout. Moi, je n'ai pas peur. Ils peuvent me radier, c'est pas ça qui va changer ma vie. Ça a changé votre vie quand même. Oui, ça m'a un peu bouleversé, mais bon. Vous savez, c'est les philosophes anciens qui disaient ça, quand on vous attaque et que les attaques ne sont pas justes,
ça ne doit pas vous atteindre. J'ai mis longtemps à comprendre ça, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais plus fragile peut-être, mais j'étais déjà un peu blindé là-dessus avant, et maintenant ils peuvent dire n'importe quoi, j'en ai rien à faire. Je sais qu'ils sont dans le tort, il y a toute la vérité scientifique qui est là, qui sort, et s'il n'y avait pas les médias officiels, toute cette polémique pandémie serait déjà terminée depuis longtemps. Est-ce que vous vous rendez compte que quand il y a un nouveau variant de virus du rhume, de la grippe, tous les ans, il y en a des nouveaux, des milliers qui touchent la planète. Et puis avec des rebonds, une deuxième vague, 6 mois, c'est tout le temps comme ça en infection respiratoire. S'il y avait le journal de 20 heures des grandes chaînes de télé qui tous les soirs disent attention, le nouveau variant du rhume arrive, le nouveau variant de la bronchite arrive, on passerait à parler que de ça dans les télés. Donc on voit bien que c'est une manipulation. Le Covid aujourd'hui n'est plus un virus dangereux. Donc, mais malheureusement, Delfrécy a dit maintenant les Français veulent tourner la page. Non, les Français ne veulent pas tourner la page. Les Français veulent des explications. Pourquoi on s'est foutu de leur gueule et on les a manipulés pendant 3 ans, on leur a fait peur. Et malheureusement, il n'y a toujours pas de mea culpa, que ce soit de la classe, enfin des médias ou de la classe politique. Ça viendra. Ça viendra. Le temps viendra parce qu'il est long. Il y en a, voyant le vent du couperet tomber, là, ils vont dire c'est pas moi, c'est l'autre. Et puis il y a des révélations qui vont sortir, ça j'en suis convaincu. On voit 3 ans plus tard, on est quand même dans un moment où on est sorti un peu de l'hystérie collective. En tout cas, c'est en cours. On voit que le débat et les discussions sont plus dépassionnés. Donc avec nos familles, dans nos différentes sphères sociales, on voit quand même que le sujet des vaccins est encore difficile à aborder. C'est encore un sujet qui est relativement tabou. Nous, si on a envie de sensibiliser autour de nous, quelles sont les meilleures données qu'on peut utiliser, des données officielles qui nous permettent d'informer les gens autour de nous, qui ont été souvent, pour la plupart, vaccinés, leur apporter des faits et des sources fiables pour leur montrer les conséquences et les effets secondaires concrètement des vaccins. Écoutez, vu la manière dont tout ça a été tendu de la part des gens, même au sein des familles, c'est pas parce qu'on a écrit un bouquin qu'on a toute sa famille derrière soi, je peux témoigner. Et donc je pense qu'il ne faut pas agresser les gens en les amener sur un chemin qu'ils n'ont pas envie de prendre. Il faut plutôt être là pour les accompagner s'ils souhaitent obtenir des choses. Et dans ces cas-là, il faut les prendre là où ils sont. Si les gens ont envie de parler de la gravité de la situation qu'il y a eu ces 3 dernières années, là, on repart des chiffres. Voilà, on montre que les données de mortalité n'ont jamais été exceptionnelles à aucun moment que ce soit. Qu'en 2020, les hôpitaux étaient vides et à moitié vides en France. On peut leur mettre le rapport officiel de la TIH dessus. Voilà. Pour dire que s'il y a eu des endroits qui ont été débordés, c'est parce qu'il n'y avait que 38 hôpitaux d'ouverts en France sur 1500. Parce que c'était la décision du plan blanc et du plan Orsan-Reb. Ce qui est dur à entendre. Ce qui est dur à entendre, mais on leur met des données officielles sous les yeux. On va les chercher là où ils sont. S'ils veulent parler de la vaccination des effets indésirables, on leur dit qu'ils ne sont pas tout seuls, que c'est massif, que voilà, il y a eu énormément de gens qui se sont plaints, que c'était encore sous-estimé, que ça va même jusqu'au décès, qu'il y a des décès reconnus des vaccins aujourd'hui. Donc voilà, il y a des effets dangereux. Donc, il n'y a pas une statistique à brandir comme un étendard. C'est la meilleure manière de braquer quelqu'un sur ce sujet. C'est comme en pédagogie, il faut aller être à l'écoute des gens. Il faut pouvoir leur parler de l'endroit où ils se trouvent et les accompagner en leur montrant des choses fiables et qui sont à leur portée. Et en effet, voilà, comme on a parlé, pas leur montrer directement la fin du film, mais voilà, 3 ans après. C'est une démarche. Ouais. Et vous, Mélodie, donc, vous êtes porte-parole d'une association de victimes des effets secondaires des injections expérimentales. Comment ont été accueillies ces victimes par les autorités sanitaires, par les médecins généralistes, par les médias? Est-ce que vous avez ressenti du soutien ou au contraire, c'était très difficile d'avoir accès aux médias? Est-ce que vous pouvez témoigner un peu de comment votre association et les victimes ont été reçues dans leur souffrance, dans leur douleur par rapport aux effets secondaires? Ils ont été très mal reçus. Je veux dire, j'ai des femmes qui avaient des hémorragies terribles, qui allaient à l'hôpital, aux urgences en pleine nuit, et qui repartaient avec des anxiolytiques parce qu'on leur disait que c'était dans leur tête. Ils ont été très mal reçus. Heureusement qu'on a été aidés et soutenus par exemple, Christian et le professeur Perron, qui a été là pour nous encourager dès le début du lancement du collectif, et beaucoup d'autres qui ont été formidables. Mais sinon, non, on va dire dans tout ce qui est l'autre vie, un peu, parce que voilà, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. On disait aux femmes que c'était vraiment tout le temps. Alors, est-ce que vous dormez assez? Est-ce que vous mangez suffisamment de viande? Non, mais vous savez, tout ça, c'est une période très, très stressante. Et moi, j'ai des femmes qui, par exemple, étaient enceintes, se sont faites vacciner enceintes, et elles se sont sorties de grossesse, elles étaient ménopausées. Mais alors, comment on explique ça? Voilà. Ou des jeunes femmes, des parents qui m'appelaient en larmes. Voilà, ma fille a 17 ans, elle n'a plus ses règles. En fait, ça fait des mois qu'elle n'a plus ses règles. Ah non, insuffisance ovarienne précoce.
Moi, je me rappelle de femmes qui m'appelaient en pleine nuit. Elles étaient dans leur douche et elles saignaient tellement qu'elles ne savaient plus quoi faire. En fait, les médecins leur disaient rien. Et moi, à 2 h du matin, j'étais là en train de dire, attendez, ça va aller, vous inquiétez pas, on va trouver des solutions. Voilà. Et il y avait aussi, je me rappelle, il y a justement une femme qui fait partie des navigants libres, qui est une hôtesse de l'air et qui a dû subir une hystérectomie. Et au début, sa famille, quand elle a dit, non mais attendez, là c'est juste après le vaccin, elle avait une adénomiose. Et on a dû lui retirer l'utérus. Et sa famille lui a dit non, on ne veut pas en parler avec toi, tu es complètement complotiste, tu racontes n'importe quoi. Donc elle a même été, même au sein des familles, ça a été compliqué. Même moi, dans la mienne, quand j'ai commencé à tout étudier, parce qu'au final, je ne savais rien. J'avais l'impression d'avoir comme 2 vies, la vie d'avant, la vie d'après. Enfin, comme beaucoup. Formation accélérée. Une formation accélérée, là, en 2 ans. Juste pour rebondir sur ce que dit Mélodie, on l'a pris, elle ou d'autres, pour des folles un peu hystériques, alors qu'elle souffrait de martyrs. Mais maintenant, on a les confirmations sur les chiffres qu'il y a quand même une baisse de la fertilité en France, dans d'autres pays. Et comme par hasard, c'était à peu près, ça a commencé 9 mois après le début des campagnes vaccinales. Et cet impact est aussi, chez les garçons, il y a moins de spermatozoïdes aujourd'hui. Ça avait déjà commencé peut-être avec, avec des, on dit des perturbateurs endocriniens des années, mais là, ça a l'air d'être plus manifeste. Et alors, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'il y a des scientifiques, alors je ne sais plus de quel pays, qui ont publié dans des journaux internationaux en anglais, revues scientifiques à comité de lecture, des articles pour justifier pourquoi il y a plus de morts chez les vaccinés. Alors, il y a un article qui dit « Ah, ben c'est la faute des anti-vax parce qu'ils ont diffusé sur les médias des propos anxiogènes. Donc les gens qui ont été inoculés se sentent stressés, du coup ils font des infarctus et des AVC. Il ne faut quand même pas se foutre de notre gueule. Et puis, il y a sur les garçons qui ont moins de spermatozoïdes, il y a un article qui a dit « Ah, ben oui, c'est le changement du microbiote séminal, c'est-à-dire la flore microbienne du sperme. » à cause des changements d'alimentation, du stress, du réchauffement climatique, ou je sais pas quoi. Et là, alors que ce qui m'a fait hurler, c'est que le sperme normal est stérile. Alors, il peut y avoir du sperme infecté quand un homme a une prostatite ou un truc. Mais aller faire un article scientifique revu par des pairs dans une revue, un comité de lecture, parlant du microbiote séminal, j'avais jamais entendu de ma vie de médecin parler du microbiote séminal. Donc, ils nous racontent n'importe quoi, mais les gens à la télé gobent ça. D'un point de vue scientifique, ça n'a strictement aucune valeur. Moi, ce que je trouve un peu aberrant aussi, c'est le fait que votre collectif est traité d'anti-vax, alors que les personnes ont été vaccinées. En fait, c'est ce paradoxe qui est juste hallucinant, quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus ? Non, mais c'était un check news de Libé qui a fait ça une fois. Les autres, on a eu des petits articles dans plein de petits médias, plein de petits journaux pour les femmes, Cosette, des petits trucs et tout, qui les ont contactés. Alors elles étaient toutes très embêtées parce qu'elles voulaient vraiment en parler, mais elles ne savaient pas comment l'aborder. Parce qu'elles disaient attends, non, c'est pas possible. Si on en parle, on va vraiment avoir des problèmes, on va perdre nos subventions, on va perdre. Voilà. Donc, et puis il y avait des lignes éditoriales qui avaient interdit de parler des effets secondaires sur les troubles du cycle. Voilà. Donc c'était aberrant en fait, ça n'a aucune logique. On ne peut pas dire à 12 000 femmes vaccinées qui témoignent on a des effets indésirables. Ah bah non, pas du tout. Vous êtes des anti-vax, enfin, on est tous vaccinés. Il y a un moment, il faut arrêter c'est pas la première aberration depuis le début. Ce qu'il faut rappeler, c'est que normalement, moi j'ai travaillé dans le vaccin, j'ai présidé le comité technique des vaccinations en France, qui constitue le ministère pour la politique vaccinale pendant plusieurs années. J'étais vice-président du groupe d'experts des vaccins à l'OMS pendant des années pour toute l'Europe, la grande Europe de l'OMS qui va jusqu'à Vladivostok. Est-ce qu'il faut se faire vacciner aujourd'hui ? Non, mais là, je finis sur le Covid, parce que le vaccin Covid, surtout pas. Mais qu'est-ce que du coup, ça m'a... Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est ça. Développer un vaccin, c'est 10 ans minimum. D'abord chez l'animal. Là, ils ont fait des études chez les rongeurs. 80% des rongeurs étaient morts. Ils ont dit, oh zut, alors le rongeur, c'est pas un bon modèle. On passe directement à l'homme. Et quelques mois après, poum, tout le monde était éligible au vaccin. Et les femmes enceintes, c'était très choquant. Parce que même moi... Des vaccins officiels de bonne qualité, qui étaient bien tolérés, qui ont mis les 10 ans, qui ont eu l'autorisation définitive de mise sur le marché après 10 ans. Pour l'injecter une femme enceinte, il fallait attendre 10 ans après la commercialisation. Par exemple, la nouvelle formulation du vaccin Coqueluche, il a dû attendre 20 ans pour qu'on le donne à une femme enceinte. Ça, c'était admis par tout le monde. Là, on voit Véran qui dit jamais on inoculera les femmes enceintes, et quelques mois après, devant les caméras, il inocule sa collègue enceinte. Bon, c'est honteux. Et puis la deuxième chose honteuse, c'est qu'ils ont eu ce qu'on appelait les agences de médicaments, ont donné une autorisation de mise sur le marché conditionnelle.
parce que c'était des produits expérimentaux. Même Véran avait osé dire à la télé, non, c'est pas expérimental. Alors même l'industrie pharmaceutique l'a corrigé en disant, non, monsieur le ministre, c'est toujours en phase expérimentale. Donc un produit en phase expérimentale, on n'a pas le droit de le commercialiser, même de façon conditionnelle, s'il y a un traitement efficace. C'est pour ça qu'ils ont la nécessité de décrédibiliser. Il fallait diaboliser l'hydroxychloroquine puis l'ivermectine. Et secondo, même si, s'il y avait des gens volontaires pour le recevoir, pourquoi pas, il devait y avoir un consentement éclairé. Et il était interdit d'obliger quiconque. C'est la Convention d'Oviedo, d'Helsinki, le Code de Nuremberg. Obliger quelqu'un à recevoir un produit expérimental, c'est assimilable à un crime contre l'humanité. C'est clair. On va revenir là-dessus, avec un extrait dans quelques instants sur cette interdiction qui a été cachée. Mais une dernière question pour Mélodie. Est-ce que vous voyez une évolution? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre entourage vaccinés qui ont eu des effets secondaires et qui n'ont pas forcément fait le lien en fait, entre la vaccination, enfin les injections, et les effets secondaires. Est-ce que grâce à votre association, vous avez vu une évolution dans la fréquence de témoignages de victimes qui vous contactent au cours des dernières... chronologiquement, est-ce que vous avez de plus en plus de témoignages qui arrivent et est-ce que la parole et le lien de causalité est plus fait par les citoyens? Non, j'ai moins de témoignages qui arrivent maintenant. Déjà, c'était, pour ce qui est des effets indésirables gynécologiques, ils sont arrivés tout de suite. Donc en fait, dès que le collectif a été connu, voilà, on a reçu vraiment, des fois, on en avait des centaines dans la journée. Hein, ça a été vraiment par vague. En fait, à chaque fois quand je suis allée sur certains plateaux de télé qui nous ont quand même reçus, etc. Après, j'avais une vague de témoignages. Puis après, on arrête d'en parler. Mais en fait, vraiment, tous ces témoignages-là, c'était aussi l'idée, c'est de sortir les femmes du silence, puis en fait, d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer. Quand on se pose une question, voilà, on allait voir sur Oui Mon Cycle, on lisait les témoignages, on se dit mais c'est ça en fait depuis 1 an et demi là, on me donne aucune réponse, on me laisse toute seule chez moi malade, mais en fait là il y a plein de femmes qui ont la même chose et ça a permis vraiment de quand même déjà briser le tabou des règles, c'était le premier tabou à briser, c'était pas toujours facile, et puis après briser le tabou des effets indésirables. Et avec plus de soutien et vraiment un lieu de parole. C'est un vrai support, en fait. C'est un vrai support. C'est un outil. Oui, Mon Cycle, c'est avant tout un outil. C'est maintenant une communauté avec beaucoup de femmes qui arrivent à en parler, à échanger des noms de praticiens de santé qui sont d'accord pour les traiter en tant que victimes d'effets indésirables. Parce que ça, c'était très difficile à trouver. Et puis voilà, on échange. Et puis certaines qui vont dire moi, j'ai essayé ça pour essayer d'aller mieux. Ou alors simplement en soutien psychologique, puisqu'il n'y en avait pas. Mais bravo pour ce travail. Merci infiniment. Intérêt public. Je vous propose un petit extrait sur cette obligation vaccinale qui était déguisée. Un premier extrait avec Olivier Véran sur le Média Brut, qui en décembre 2021 nous parlait de ce lien entre passe vaccinal et obligation vaccinale. Magnéto. Quelle différence entre passe vaccinal et obligation vaccinale? Le passe vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale, mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Empêcher les gens d'aller dans des bars, des restaurants, dans des lieux qui reçoivent du public s'ils ne sont pas vaccinés, c'est plus efficace que leur mettre une amende de 100 € quand on les attrape dans la rue. C'est pas, encore une fois, l'idée n'est pas de punir, de sanctionner, d'ostraciser. L'idée est de dire maintenant on n'a plus le choix. On n'hésite plus parce qu'on ne peut pas remplir les hôpitaux, on ne peut pas continuer à vivre comme ça sous la menace de vagues épidémiques parce que 5 millions de Français ne font toujours pas le choix de se protéger. C'est rigolo. Puis, quand il parle de la saturation des hôpitaux, Pierre Chaillot l'a dit aussi. Moi, je me souviens très bien de l'exemple. L'épidémie est arrivée par l'Italie au début, puis il y a eu ce rassemblement religieux en Alsace. Il y a eu un gros foyer alsacien tout début en mars 2020. Et là, sur toutes les chaînes de télé le soir, on avait des hélicoptères qui partaient en Allemagne, des TGV qui partaient à Bordeaux parce que les hôpitaux de Strasbourg étaient saturés. L'Alsace allait s'écrouler. Et après, quand j'ai discuté avec des médecins alsaciens dans les hôpitaux publics privés, il y avait des hôpitaux entiers privés qui avaient arrêté toutes leurs activités, qui avaient d'excellents médecins réanimateurs qui venaient d'ailleurs du CHU avant, des gens très compétents, qui avaient des matériels très modernes. Les salles étaient vides et attendaient les patients Covid. Et l'Agence régionale de santé leur a interdit de les prendre en charge à Strasbourg pour faire le film Hollywood devant les caméras. La France va s'écrouler. Et ça a foutu la trouille aux Français, mais tout ça, c'était de la manipulation. Hein. D'ailleurs, il y a des organisations professionnelles qui avaient critiqué ce plan blanc qui a été activé à plusieurs reprises et qui a empêché des gens de suivre leur traitement pour d'autres pathologies. Une réaction sur cette obligation déguisée, c'est pas moi qui le dis, une forme déguisée? Ah oui, non mais c'est physique, là, rien que de le voir et de l'entendre, enfin voilà, c'est complètement fou. On sait que ça n'a servi ni à éviter la contamination, ni la transmission, ni rien du tout. Comme le dit Christian, c'est Hollywood, quoi. C'est juste de la représentation, il a emmené les gens à l'abattoir. Hein. Clairement.
C'est affreux ce qu'ils ont fait. Et puis vacciner une femme enceinte à la télé, c'était terrible. Moi, j'ai des femmes qui ont perdu leur bébé le jour de l'injection, quand même. Ça a provoqué des espèces de fausses couches spontanées, ça ne peut même pas s'appeler comme ça, mais il y a un gynécologue du côté de la Vendée, je ne sais plus exactement, qui avait commencé à témoigner. Il n'avait jamais vu autant de fausses couches chez les femmes enceintes qui suivaient depuis 30 ans. Et il s'est fait censurer. On lui a dit de se taire, mais il y a des témoignages. Oui, mais il y en a plein. Et puis Pierre en parle aussi très bien, de la baisse et de la fertilité et de la mortalité infantile. Peut-être Pierre, un petit mot sur ce sujet ? Oui, ce qui est intéressant, c'est la perversion du langage qu'on voit. C'est-à-dire que ça a été très fort de la part des autorités de dire tout et n'importe quoi et d'être capable de dire dans la même phrase quelque chose et son contraire. Et donc ça, c'est vraiment un des stigmates très connus des régimes totalitaires, de s'accaparer le langage et de dire n'importe quoi. Quand on dit, là, il dit, on va empêcher les gens d'aller dans les lieux publics, ils ne pourront pas se rendre avec les autres, partager des moments, etc. Mais c'est pas pour les stigmatiser, et c'est pas non plus on va les obliger, mais c'est pas de la contrainte. Tout le monde doit obéir, mais ça se fait de manière volontaire. Enfin, il y a un nombre de paradoxes qu'il réussit à dire dans la même phrase qui est hallucinant. Et ça, c'est symptomatique d'un système totalitaire qui est en dérive complète. Et ça, on n'en est pas sorti. On est toujours et ça continue de passer. C'est ça qui est Alors ça passe incroyable, auprès des Français. Mais moi, maintenant, j'ai pris ma retraite depuis 1 an et demi, mais quand j'exerçais encore, j'avais beaucoup de malades qui venaient un peu de toute la France, dont certains étaient originaires des pays de l'Est, du temps de l'ancienne URSS communiste avec le régime soviétique très dur. Et des personnes maintenant qui sont plus âgées m'ont dit, moi quand j'avais 20 ans, j'étais étudiant à Varsovie ou à Prague, et ce que je vois en France aujourd'hui, quand ils disaient ça, c'était déjà il y a 2-3 ans, ça me rappelle exactement ce que j'ai vécu au moment de la dictature soviétique. Et maintenant, on est beaucoup plus libre en Russie aujourd'hui, je pense, qu'on ne l'est à Paris. En tout cas, des médias, des journalistes me l'ont confirmé. Il y a un contrôle total. On se moque de la Pravda, de la belle époque communiste. Mais aujourd'hui, on est dans cette situation de Pravda généralisée. D'où la nécessité d'organiser des soirées comme celle-là pour les 3 ans d'Hold Up. Je vous propose un extrait qui est plus d'actualité, qui est un extrait de Jean-François Delfrécy, qui est passé donc en octobre le mois dernier sur TV5 Monde autour des effets secondaires. Magnéto. Est-ce que ces nouveaux vaccins mRNA ont-ils des effets secondaires? La réponse est oui. Et on les a observés. Il n'y a jamais eu autant de surveillance qu'avec la surveillance de ces vaccins mRNA, pas seulement en France, mais sur l'ensemble des grandes démocraties. Y aura-t-il des effets secondaires à long terme? Je n'en sais rien. On a pour l'instant pas de recul. On a un recul de 3 ans. Les discours évoluent quand même. C'est assez affligeant. Et puis, si on n'a pas on va très prudemment quand c'est sur un nouveau produit. Encore, ce serait un vaccin qu'une technologie éprouvée depuis des décennies. Ça m'aurait peut-être moins choqué. L'ARN messager, c'est un truc tout nouveau. On oblige votre corps à fabriquer en masse la protéine de pointe, la fameuse protéine spike du virus. On ne sait pas ce que ça va donner. Alors, maintenant, on sait qu'elle donne des caillots, des thromboses, des hémorragies, etc. Alors, il y a des gens qui ont dit, oui, mais la technique de l'ARN messager, c'est déjà utilisé depuis 10 ans pour soigner des cancers, des maladies rares. Quand on regarde, d'ailleurs, Alexandra Orionco en parle dans son livre, ça a été un échec, cette thérapie génique à l'ARN messager. Et d'un seul coup, ça devient le produit miracle. Et quand on sait que ils ont commandé, alors c'est l'équivalent de Saint-Gobain en Allemagne, je ne sais pas le nom de la société, mais la société allemande qui est un des plus gros producteurs de produits en verre en Allemagne, ils avaient eu des commandes de quantités astronomiques de doses déjà avant la pandémie. Pourquoi? Pour faire des fioles de vaccins. Donc, on peut se poser la question. Oui. On peut se poser la question. Tout à fait. Donc on a entendu pendant des semaines et des semaines, les vaccins sont sûrs, et maintenant on nous dit on n'a que 3 ans de recul dessus. Oui, alors que le docteur Martin nous avait dit très rapidement qu'on avait tout de suite des milliards d'années de recul sur ce vaccin. C'est ça. Seulement des années. Donc les discours changent. En revanche, il y a quelque chose qui me paraît complètement faux dans ce qui a été dit, c'est de dire qu'il y a eu qu'un vaccin n'a jamais été autant surveillé. C'est complètement faux. Il n'y a pas plus de surveillance. C'est une surveillance passive, la pharmacovigilance. Donc c'est-à-dire que c'est toujours aux gens de se déclarer eux-mêmes. Il n'y a rien de nouveau pour ce vaccin. Une démarche qui est compliquée d'ailleurs. C'est une démarche qui est compliquée, tout le monde ne le sait pas. Un certain nombre de praticiens ont refusé de le faire aussi, donc ça a été extrêmement grave. Et donc, en fait, ce qu'il cache, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de plaintes volontaires sur un produit. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de déclarations.
Et ce n'est pas la surveillance qui a été supplémentaire, c'est qu'il a été tellement nocif qu'il n'y a jamais autant de gens qui se sont déclarés. Donc là, il y a un abus de langage, encore une fois, donc c'est un détournement, et donc c'est un mensonge, hein, il faut dire ça comme ça, qui est de faire croire que s'il y a beaucoup de résultats de pharmacovigilance, c'est parce qu'on a fait plus attention, c'est complètement faux. S'il y a beaucoup plus de déclarations, c'est parce que le produit a été beaucoup plus nocif, et on n'a pas du tout beaucoup plus regardé que les autres. Donc là, on est vraiment en train de masquer le problème en faisant croire à une statistique qui n'en est pas une. Voilà, c'est pas plus de chiffres parce qu'on a surveillé, il y a plus de chiffres parce qu'il était plus nocif. Puis moi qui suis médecin, qui ai fait des déclarations de pharmacovigilance, il y a encore une dizaine d'années, on faisait ça sur un bout de papier, on envoyait par fax à l'agence du médicament, c'était fait en 3 minutes. Hein. Maintenant, il faut aller sur Internet, se connecter, avoir tous les renseignements, ça prend une demi-heure. Le pauvre généraliste, déjà, il n'a pas le temps, il est submergé avec ses patients. Même s'il veut le faire, après il dit merde, il manque des informations, j'ai pas le temps de faire ça là, je ferai. Puis après, il l'oublie. Après, il y a ceux qui se sentent coupables parce qu'on les a manipulés en disant allez-y, inoculez toute votre clientèle, votre patientèle. Puis après, ils se disent là, j'ai peut-être fait une bêtise. Et puis ils voient tous leurs patients qui reviennent avec des effets secondaires. Et là, beaucoup, malheureusement, disent non, mais ça n'a rien à voir parce qu'ils veulent se couvrir, même si on leur a dit, que le gouvernement leur a dit qu'ils n'étaient pas responsables. Ils commencent à avoir la trouille en disant je vais peut-être être attaqué. D'ailleurs, il y a des patients qui, quelquefois, ont porté plainte contre leur médecin. Moi, j'avais un témoignage comme ça. La fille de quelqu'un de décédé avait demandé au médecin généraliste je voudrais avoir la copie du consentement éclairé que vous avez fait signer à ma mère avant qu'elle meure, qui était en pleine forme, qui est morte peu de temps après l'inoculation. Et le médecin dit pourquoi un consentement éclairé? Vous savez que c'est un produit en phase expérimentale et dans la loi, c'est obligatoire. Tout médecin ne peut pas injecter un produit expérimental sans faire signer un consentement éclairé. Là, le médecin, il est devenu tout vert. Vous voyez, parce que. Non, mais. On est sorti totalement des règles de l'éthique de la médecine. C'est terrible. La science a été totalement instrumentalisée. On va y revenir sur d'autres plateaux. Mélodie, cette vidéo, vous qui y êtes... Non, mais, moi, j'ai été entendue par le Sénat il y a 2 ans sur les effets secondaires. J'ai fait des réunions avec l'ANSM et la pharmacovigilance qui voulaient nous remonter de terrain sur les effets secondaires. Le Sénat, lors de l'OPECST, a publié son rapport d'étape le 9 juin 2021 en disant qu'il y avait des effets secondaires, qu'on voyait bien que pour les femmes, ce n'était pas une question d'anxiété et que le stress n'était pas une réponse acceptable, qu'il fallait allumer un signal d'alarme au niveau de l'EMA et il n'y a rien eu depuis. Voilà. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, les réunions avec l'ANSM et la pharmacovigilance, ça a été dans la foulée. Là, un médecin m'a dit, texto, mais attendez, pour 15 000 vies sauvées, on peut bien sacrifier sans utérus. Quand on lui a parlé, voilà. Vous voyez un peu l'idée? Donc après, Delfrécy qui vient et qui raconte ça, je veux dire, c'est n'importe quoi. Ils le savent depuis très longtemps. Puis ils le savaient déjà. Ils le savaient tout de suite. Mais Mélodie parle de la commission du Sénat qui a au moins publié un rapport. Mais vous vous souvenez, à juillet 2020, il y avait une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le secrétaire de la commission m'avait appelé parce qu'il voulait que je sois auditionné, mais il paraît que je sais pas, la présidente n'était pas très chaude que je vienne. Je sais pas pourquoi. Et la présidente, c'est Mme Bourguignon, elle est devenue ministre ou secrétaire d'État fin juillet. Et la commission a disparu du jour au lendemain. Je n'ai jamais vu un journaliste ou quelqu'un dire « Tiens, c'est marrant, il y avait une commission d'enquête officielle. Il n'y a personne qui prend la suite. » Je pense qu'ils étaient ennuyés parce que tous les témoignages n'allaient pas du tout dans le sens que voulait le gouvernement. Alors Macron s'en est tiré qu'une pirouette comme d'habitude. Au mois d'août, il crée à l'époque, si vous vous souvenez, une commission internationale qui était présidé par Didier Pittet. Didier Pittet, je le connaissais bien à une époque, c'était un professeur de Genève très brillant qui avait fait la promotion des solutés hydroalcooliques pour se désinfecter les mains à l'hôpital. Et bon, d'ailleurs, quand on regarde, il a dû être un peu embêté, Didier Pittet, parce qu'ils ont fait un rapport mi-figue, mi-raisin, sans vraiment trancher dans un sens, puis tout ça a été aussi oublié. Donc, le gouvernement s'est moqué de nous en disant, regardez, on est transparent, on fait des commissions d'enquête politiques indépendantes, et puis à chaque fois, si ça ne les arrangeait pas, ça allait à la poubelle. D'ailleurs, il y a certaines auditions de la commission du Sénat qui ont été censurées et indisponibles au grand public, des entretiens vidéo qui avaient été réalisés. Et donc ça répond aussi à une question où souvent le citoyen se pose la question, est-ce que c'est de l'incompétence, est-ce que c'est un manque d'information de la part des autorités sanitaires, ou est-ce que c'est une participation active, une forme de collaboration? Et donc on voit toutes ces associations de victimes ou tous ces chercheurs indépendants qui ont tenté d'alerter ces commissions sénatoriales, on voit qu'il y a quand même une participation active et que l'information était disponible. Christine Coton nous en parlera aussi plus tard dans la journée. J'aimerais vous montrer, je disais juste à l'instant que le discours évolue, j'aimerais vous montrer un 3e extrait qui est donc d'octobre 2023 sur France Inter, Aurélien Rousseau, pour voir est-ce que les discours évoluent vraiment. Magnéto.
il est plus efficace que celui de l'an dernier, il correspond parfaitement aux souches, voilà. Et on a un vaccin dont maintenant on a 3 ans de recul, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire, et donc il faut y aller. Et par ailleurs, on est dans un climat global où j'espère qu'on arrive à porter sur papillomavirus, sur la bronchiolite, sur le Covid, sur la grippe. Il y a une dynamique où moi je veux montrer que la prévention, la vaccination, c'est le progrès. Et que ça marche. On sent Mélodie là qui est à cran. Il n'y a pas d'effet secondaire. Non mais on peut pas dire ça, pas quand on est ministre de la Santé. C'est juste impossible et intolérable. Surtout que c'est reconnu officiellement qu'il y a beaucoup d'effets. Surtout que c'est reconnu, je veux dire. Pourquoi ça passe? Parce qu'ils veulent encourager encore les gens à aller se faire injecter tranquillement et qui pensent qu'il y a encore des personnes qui les croient. Puis, vous voyez, la perversité de mélanger le Covid, alors que maintenant, qui a peut-être été un peu dangereux, pas trop, il y a une époque maintenant, des variants. En plus, le vaccin actuel n'est pas du tout adapté aux derniers variants, c'est encore un autre mensonge. Le Covid, maintenant, on s'en fiche, c'est passé. Bon, la grippe, ça revient tous les ans, mais c'est un autre problème. Mélanger ça avec le papillomavirus et faire le VRP du vaccin Gardasil, et puis mélanger ça avec la bronchiolite. Moi, je veux dire un mot sur la bronchiolite du nourrisson. Tous les ans, il y a des milliers de nourrissons. Il y en a des centaines de milliers qui font des formes bénignes. Bon, ils toussent un peu à la maison, un peu de fièvre, ça se passe bien. Puis il y a quelques nourrissons, mais ils sont assez nombreux quand c'est le pic de l'épidémie, qui dans toute la France vont être assez limites sur le plan respiratoire. Et depuis des décennies, tous les pédiatres le savaient, on hospitalisait les gamins. Il n'y a pas de médicaments, mais ils devaient être surveillés pour voir s'ils n'avaient pas de détresse respiratoire et avoir de la kiné respiratoire. Et ils s'en sortaient au bout de quelques jours et rentraient à la maison. Comme nos chers gouvernements depuis des années, y compris Macron et tout le monde, ils ont fermé des milliers de lits de pédiatrie, les pédiatres sont en voie de disparition, il n'y a plus la capacité d'accueil des urgences pédiatriques en France quand il y a un phénomène épidémique. Qu'est-ce qu'ils disent? Je pense qu'il y a Big Pharma qui leur souffle à l'oreille. Ah ben, puisqu'il n'y a plus de lits, il n'y a plus de pédiatres, mais c'est pas grave. Injecter tous les enfants de France avec un nouvel anticorps monoclonal qui va les sauver de la bronchiolite. Alors ils font passer ça presque comme si c'était un vaccin, alors que c'est une thérapie qui est encore un peu expérimentale, parce que les études publiées ne sont pas très convaincantes sur l'efficacité. Encore, ce serait réservé aux malades graves en disant, bon, ils sont graves, il n'y a pas beaucoup de possibilités de soins. Mais non, il le dit, on fait de la prévention. On va injecter ce produit à plusieurs milliers d'euros, parce que je ne sais pas le prix de celui-là, peut-être qu'il est moins cher, mais d'habitude, un anticorps monoclonal, ça peut atteindre des sommes astronomiques l'ampoule. Alors, je n'ai pas vérifié le chiffre pour celui-là, mais on va faire ça à tous les nourrissons de France, même en bonne santé. Ça sent l'escroquerie à plein nez. Et ça, c'est pour camoufler qu'ils ont mis les enfants de France en danger en supprimant la pédiatrie et les services de pédiatrie. Et ça, un jour, tous ces gens-là, ils devront rendre des comptes. C'est pas normal. Et d'ailleurs, l'alerte qui est lancée par de nombreux pédopsychiatres qui disent... Ah oui, les suicides d'enfants, c'est jamais vu. Donc, face à ces propos que vous n'acceptez pas, on en parlait tout à l'heure avec Xavier Zalbert sur le premier plateau, vous faites partie aussi des associations qui avaient participé à la plainte déposée contre Aurélien Rousseau. On s'est joint à la plainte du professeur Perron et de Xavier Zalbert avec plusieurs collectifs. Parce qu'il y a Vérity France, voilà. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une union des collectifs. Parce qu'on était une fédération, on était tous en train de travailler comme ça sur nos thèmes. Et puis on s'est dit, bon, on a quand même bien avancé. Maintenant, on se met tous ensemble et puis on va essayer d'unir nos forces et nos ressources également. Parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir... Et puis dans les collectifs qui nous aident beaucoup. Et donc il y a A-Victime 03, du vaccin aux acouphènes, Vérity France, Revav, VVC 19, et puis quelques autres qui arrivent aussi. Et puis les navigants libres, c'est les pilotes, les hôtesses de l'air et les stewards, dont certains sont morts en vol à cause de la baisse de pression dans la cabine. Parce que quand ils étaient vaccinés, ils faisaient des caillots. Et alors ça pouvait passer inaperçu à pression normale d'oxygène sur le sol, mais ça pouvait déclencher des drames en vol. Et ça, des plaintes aux États-Unis de grandes compagnies aériennes américaines, d'Air France. Et ça, les navigants sont très remontés, sont en colère. Quand ils entendent le ministre dire il y a zéro effet secondaire, il y en a parmi eux qui sont morts, d'autres qui ont été massés dans le cockpit. Moi, j'ai des témoignages d'hôtesses où l'avion décollait de Paris pour aller en Amérique du Nord, et puis au-dessus de Brest, l'hôtesse dit très calme aux passagers, vous inquiétez pas, il y a un petit problème technique, on est obligé d'atterrir à Brest. Et pendant ce temps-là, ils étaient en train de masser le pilote dans la cabine, dans le cockpit. Donc, je comprends la colère de Mélodie, des patients victimes. C'est honteux. Et une personne comme ça se dise ministre de la Santé, c'est encore plus honteux. Insultant et invisibilisant. Déjà que c'est compliqué de faire parler des effets indésirables et de les faire reconnaître, puis soigner ou pas. Parce
cas, si c'est possible, en tout cas qu'il y ait de la recherche sur le sujet, qu'avoir un ministre de la Santé qui va complètement, même à contrario des données officielles, déjà qu'on en a peu qui en parlent, il y a un moment, c'est pas possible. C'est juste. On est complètement il a récidivé sur Twitter. Non, mais il n'arrête pas. X maintenant, plus quelques jours après. Ouais. Il n'arrête pas. Quelle violence pour toutes ces victimes. On va bientôt passer au temps des questions des internautes, mais juste un petit mot. Chacun d'entre vous avez écrit des ouvrages récemment. Professeur Péronne, plusieurs. Peut-être un petit mot sur chacun des livres que vous avez écrits. Pierre Chaillot. Oui, alors d'ailleurs, il y a une partie du livre qui répond aussi à la vidéo qu'on vient de voir du ministre, parce que bon, évidemment, il a fait le VRP de l'industrie pharmaceutique, donc c'est aussi une des spécificités qui s'est passée pendant 3 ans, c'est-à-dire que les gouvernements ont été beaucoup plus loin dans la promotion de leurs produits que même l'industrie osait. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont vanté des mérites des vaccins et de la sécurité plus que faisait l'industrie pharmaceutique. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et puis oui, ce qui a été dit là et qui est très vrai, c'est-à-dire qu'on a une diminution en effet de la capacité d'accueil des hôpitaux français depuis très longtemps. Hein. On a perdu 100 000 lits en 20 ans à peu près en France, alors qu'on a une population qui augmente et qui vieillit, donc il y a des besoins. Il y en a évidemment des problèmes en pédiatrie aussi. On a des maternités qui ferment, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'endroits en France où on ne peut plus accoucher. Hein. Quand on est une femme, il faut aller faire des kilomètres. Mais tout ça, en effet, c'est volontaire. Le fait d'avoir des soignants, des gens qui s'occupent d'autres personnes, ça ne rapporte pas d'argent à l'industrie pharmaceutique. Donc il faut fermer évidemment tous ces établissements pour que tout l'argent de la sécurité sociale et donc qui est pris sur nos impôts pour financer notre santé aille directement dans la main des laboratoires qui font la promotion de dire on va avoir des produits, des vaccins, des produits expérimentaux, des nouvelles choses qui vont faire qu'il n'y aura plus besoin de vous soigner, il n'y aura plus besoin d'hôpitaux. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de prendre l'argent de la sécurité sociale qui servait à nous soigner avec des soignants qui étaient là pour nous et des lieux qui étaient des hôpitaux, prendre tout cet argent-là, fermer tout ça pour remplacer ça par du produit injectable expérimental. C'est ça qu'on vit. Est-ce que vous savez que les Français, après je vous redonne la parole juste pour le livre, mais est-ce que les Français savent qu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent toutes les semaines aux urgences, qui attendent 3-4 jours sans bouffer, sans pouvoir se lever pour aller faire pipi quand ils sont sur leur brancard. C'est la France d'aujourd'hui que le 15 ne répond plus partout. Avant, il y avait un cahier des charges, il devait répondre en moins d'1 minute. Il y a des gens qui meurent à domicile d'infarctus. C'est la France d'aujourd'hui. Et quand le ministre précédent, Braun, qui a aussi été très brillant, quand on lui a dit mais il n'y a plus de personnel aux urgences, il a dit la solution, il n'y a aucun problème, on va fermer les urgences la nuit. Maintenant, il y a plein de petites villes en France, il n'y a plus d'urgence la nuit. Avec beaucoup de mobilisation citoyenne d'ailleurs. Vous vous rendez compte un peu la gravité. Pardon, Pierre. Pierre, juste le titre de votre livre et la maison d'édition pour les internautes qui voudraient... Le livre s'appelle Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels aux éditions de l'Artilleur, qui est sorti en janvier dernier. On va sortir une nouvelle version poche, plus condensée, plus simple, plus accessible, on espère encore, à partir du début de l'année 2024. Merci beaucoup Pierre. Et Mélodie, vous aussi, vous avez écrit un livre récemment ? Oui, qui s'appelle « Où est mon cycle ?» Et toi, où est le tien ? En fait, en gros, c'est un livre-outil, encore une fois, où je raconte l'histoire du collectif. On a le docteur Laurence Kaiser, qui est gynécologue et qui va venir, en fait, amener, elle, vraiment d'un point de vue totalement neutre, comment fonctionne le corps de la femme. Parce qu'à un moment aussi, il y a beaucoup de femmes qui vont douter, mais on oublie tellement comment fonctionne notre corps, ou alors on ne le sait pas, qu'on va croire n'importe quoi. Alors, il y a un moment, il faut rendre leur santé aux gens, et puis pour rendre leur santé, il faut leur réapprendre comment ils fonctionnent. Et il y a une grosse partie avec des témoignages de femmes, et Maître Diane Prota, qui est l'avocate de notre collectif, et qui donc fait une grosse partie juridique, justement, pour aider un peu. En gros, c'est le livre, on le prend, on le plaque sur la table du gynécologue en disant « Non, mais attendez, j'ai pas d'effet secondaire, et ça, c'est quoi ?» Merci pour ça. Merci pour cet ouvrage. On va peut-être passer aux questions citoyennes pour la fin de ce plateau ? Oui, donc il y avait une question d'un citoyen, donc on va demander à la régie de mettre la vidéo. Magnéto. Suite à toutes les révélations concernant le contrat entre Pfizer et la Commission européenne, les aveux sur la non-protection contre la transmission des injections, les chiffres de la surmortalité, comment engager une procédure pour juger Macron le violeur de nos droits et ses ministres corrompus ? Bon, moi, je veux bien en parler parce que déjà, j'avais été auditionné en tant que témoin. Il y avait une plainte à la Cour de justice de la République qui ne venait pas du tout de moi, je ne sais plus qui l'avait déposée, contre Agnès Buzyn et je crois que c'était Édouard Philippe, pour les histoires des masques. Alors Jérôme Salomon n'était pas dedans parce que lui n'était pas ministre, il n'était pas jugé à la Cour de justice de la République. Et pendant 2 journées, j'avais été auditionné par la magistrate de la Chambre d'investigation, qui était très ouverte. Mais en creusant un petit peu, je m'étais aperçu qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Même s'il y a des très bons magistrats dans cette cour, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir en fait, parce que même s'ils mettent en examen un ministre,
Au final, le jury est composé de représentants de 12 parlementaires, 6 du Sénat. Je ne crois pas me tromper dans les chiffres, mais à peu près c'est ça. 6 du Sénat, 6 de l'Assemblée nationale. Il reste de la place pour peut-être 4 magistrats professionnels. Ça veut dire que les magistrats, de toute façon, vont être en minorité le jour où l'éventuel ministre serait jugé. En fait, c'était Balladur qui avait mis au point cette cour pour que les politiciens ne soient jamais condamnés, parce qu'ils se tiennent tous par la barbichette, et que des politiciens ne vont pas condamner leurs copains, parce qu'il dit un jour, ça va retomber sur moi. Donc là, on n'a pas eu le choix, quand avec Xavier, on a porté plainte, puis Mélodie et les autres nous ont rejoints, c'est que, comme Aurélien Rousseau et les ministres, on ne peut pas porter plainte ailleurs. Mais il ne faut pas se faire non plus trop d'illusions sur l'impact que ces plaintes peuvent avoir. C'est triste, mais c'est comme ça. Moi, je pense que les ministres devraient relever de la juridiction comme n'importe qui. La justice a aussi ses limites. On l'a bien vu au cours des 3 dernières années, mais ça reste un axe pour pouvoir s'imposer dans le rapport de force. Je comprends que ce soit des sujets difficiles, mais quand on voit qu'avec bon sens, on a porté plus de 60 plaintes, à chaque fois elles sont rejetées. C'est pareil, moi j'ai des copains qui ont porté plainte dans les juridictions européennes. Et à chaque fois, c'est rejeté. Donc, partout, c'est rejeté, alors que les gens apportent des preuves sous le nez des magistrats. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est une autre question ? Oui, il y a une question de Corinne sur WhatsApp. C'est pour vous, docteur Perron. Donc, étant donné que ces vaccins étaient expérimentaux, sera-t-il possible un jour de savoir en fonction du numéro du lot si cette potion était une placebo ou une mixture d'un produit chimique? Alors, pour l'instant, moi, je n'ai pas de données officielles là-dessus. Ce qui m'avait frappé, c'était au début de la campagne vaccinale, c'était en Slovénie, je crois. Il y avait une des actrices qui pilotait la vaccination de la population là-bas à l'époque, qui a eu des remords à un moment donné. Elle a parlé publiquement en disant, moi vous pouvez retrouver la vidéo, je l'avais retrouvée sur YouTube ou je ne sais pas où. On sait qu'il y a des lots avec tel numéro, c'est du placebo, ça c'est pour les VIPs, les journalistes et les politiciens. Après, on a d'autres lots qui sont faiblement dosés, des lots fortement dosés. Moi, je ne veux pas être mauvaise langue, je ne suis pas complotiste. Si c'est vraiment produit en Slovénie, pourquoi ce ne serait pas produit ailleurs, y compris en France? Après, moi, je n'ai pas la preuve, donc je ne peux pas affirmer des choses que je ne connais pas. Mais j'ai vu quand même des endroits, des hôpitaux, tout le monde a été vacciné, il y a eu 0 effet secondaire, et puis d'autres endroits où il y a eu beaucoup d'effets secondaires. Donc moi, je suis convaincu que tous ces lots ne sont pas les mêmes. Il y avait un site sur Internet, je ne sais pas ce qu'il fallait en penser, que selon son numéro de lot, on pouvait voir que la composition, mais comme on n'a aucune vraie transparence sur la composition de ces produits. Pour l'instant, je suis prudent, mais je suis convaincu que tout ça était hétérogène et que... Oui, le site internet, je crois qu'il s'appelle How Bad Is My Batch. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Quel est le lot de mon lot? Voilà, quel est le numéro de mon lot? De mon lot, et en fonction de ça, on le voit, mais dans les données américaines, sur Internet, dans les données du virus, on peut entrer son numéro de lot de vaccin et on va voir combien il y a eu en fait, d'effets secondaires qui sont remontés. Et on peut même voir lesquels. Et on se rend compte que pour certains lots, il y a 0 effet secondaire et pour certains, on va en avoir des milliers. Quoi. Ah oui, donc c'est intéressant. Non, mais ça se trouve, ils sont plus transparents même sur les données des morts-naissances. Nous, on a trouvé beaucoup plus de choses au regardez, là, c'est officiel, la FDA, qui est l'équivalent de l'Agence du médicament aux États-Unis, on l'a alerté en disant dans certains lots, on a trouvé de l'ADN. Normalement, c'est de l'ARN qu'on a, donc l'ADN d'un autre virus qui peut être cancérigène éventuellement, même si c'est des traces. Donc on leur a demandé leur avis. Ils ont dit oh ben c'est pas grave, il n'y en a pas beaucoup, donc ça n'aura aucune conséquence. On peut continuer d'inoculer ces produits. Ça date de cette semaine. C'est tout récent, début novembre. Donc c'est quand même hallucinant de voir ce déni. Ah ouais, totalement. Il y a une danoise aussi, où ils ont fait une étude rétrospective sur en effet les effets secondaires qu'il y avait par lot, et ils voient aussi qu'il y a une corrélation entre le numéro du lot et puis le nombre d'effets secondaires déclarés. Après, selon les pays qui fait, on ne voit pas les mêmes lots qui apparaissent comme étant, on va dire, sans effets secondaires ou avec beaucoup. Ce qui met encore un doute sur le résultat final. Après, si l'industrie pharmaceutique a bien fait les choses, elle n'a pas mis les mêmes lots difficiles dans des pays par rapport aux autres, etc. Donc voilà, pour l'instant, on ne peut pas conclure avec les données qu'on a. On voit des choses qui laissent à penser qu'il s'est passé, en effet, et puis des choses empiriques. Ce qu'il ne faut pas perdre depuis le début de cette histoire, c'est le bon sens. Et en effet, d'avoir des endroits où on a des collègues qui nous préviennent en disant nous, tout s'est très bien passé, et d'autres endroits où tout le monde est malade 15 jours, là, on voit bien qu'il se passe quelque chose empiriquement différent. Donc, il faut que quand l'empirique, on va dire, rejoint la statistique, là, on se dit qu'on commence à avoir des indices. Donc, en fait, on a des indices, mais aujourd'hui, on ne peut pas trancher définitivement sur la question. On a une autre question d'un internaute, Maurice, qui s'adresse à vous, Pierre.
Concernant le narratif de cette période nauséabonde, un seul point résiste encore et est véhiculé par les médias, que le vaccin éviterait les formes graves, selon le nouveau directeur de l'IHU de Marseille. Qu'en pensez-vous? Mais ça s'adresse un peu à vous tous également. Écoutez, c'est intéressant, puisque alors Christine Coton en parlera cet après-midi, mais déjà, l'industrie pharmaceutique n'a jamais promis ça. Donc, quand je parlais du fait que les gouvernements se sont fait encore plus le VRP que l'industrie, c'est-à-dire que ça fait partie des promesses qui sont arrivées de la part des membres des gouvernements, des nombreux membres des gouvernements conseillés par les mêmes cabinets de conseil qui ont tous dit ça, alors que ça n'a jamais été une promesse de l'industrie. Donc on a quelque chose de nouveau qui s'est greffé, sur lequel il n'y a pas la moindre trace, preuve scientifique, écriture scientifique qui puisse appuyer ce propos. Et donc dans le livre, je parle de différentes études qui ont été faites, notamment par le ministère de la Santé, qui fait la promotion de ce discours-là par des études d'Epifère, etc., qui sont tous démontables en quelques minutes si on prend la peine de comprendre la méthodologie utilisée. Donc il n'y a absolument rien, mais rien du tout pour appuyer ça. Et puis les données anglaises montrent que les vaccinés meurent plus quand ils rencontrent le virus. Et puis regardez l'exemple de l'Asie. Il y avait 2 pays emblématiques. Le Vietnam, pendant 1 an, ils n'ont pas vacciné. Ils donnaient de l'hydroxychloroquine, de l'artémisia. Le Vietnam, c'est plus de 80 millions d'habitants. Ils avaient une 20aine de morts au bout d'1 an. Un jour, un médecin vietnamien m'écrit: je suis très inquiet, notre ministre revient du forum de Davos, il veut vacciner tout le monde. J'avais un copain français qui vivait à Saigon, l'armée encerclait des villages, vaccination de force. C'était juillet 2021. D'un seul coup, flambée d'épidémie, 2 ou 3 000 morts à Saigon d'un coup, au mois de juillet. Heureusement, le gouvernement vietnamien a arrêté les frais, ils ont arrêté, et la situation s'est normalisée. En Inde, c'était pareil dans 3 États. L'Inde, c'est immense, c'est fédéral, mais il y a 3 États qui ont d'un seul coup interdit l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, qui ont, sous pression extérieure, vacciné tout le monde. Démarrage d'épidémie, des morts partout. Heureusement, le gouvernement fédéral indien était intelligent, il dit on arrête les frais, ça s'est recassé la figure. Donc ça, c'est des exemples manifestes que là, on a, je ne dis pas vacciné, ce n'était pas un vaccin, mais inoculé massivement ces produits expérimentaux. Il y a eu des effets secondaires majeurs, et il y a des formes plus graves dans les hôpitaux, et il y a eu des morts. Et moi, je sais, je ne citerai pas de nom parce que j'ai eu des témoignages dans les hôpitaux où quand on disait à la télé, dans les réanimations, tous les patients sont des non-vaccinés, j'avais la preuve. Quoi, preuve, je n'ai pas pu témoigner parce que je n'étais pas censé avoir les données, mais que c'était des vaccinés qui étaient dans les hôpitaux à cette période-là. On a les chiffres, le ministère de la Santé, déjà, quand il disait 90% sont des non-vaccinés, c'était faux, c'était 50 minimum. Oui. Et encore, les 50 qui restaient, c'était juste des gens dont on n'avait pas le statut vaccinal, ce qui est très différent. Ou bien des gens qui avaient été mis dans les ailes Covid parce qu'ils n'étaient pas vaccinés avec leurs jambes cassées, quoi. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce deuxième plateau. On a plein de gratitude pour vous, pour votre engagement, pour votre liberté de parole aussi. On a besoin, heureusement, d'avoir des experts comme vous, des chercheurs indépendants, des citoyens, des citoyennes, la société civile engagée. Donc, merci d'avoir été présent pour cette soirée Hold Up 3 ans après. Un grand merci. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. Merci. À très vite. Merci encore. Merci. Merci. Et on essaye simplement, on est là en tant que simples citoyens qui sommes là, qui portons, nous soutenons toutes les personnes qui prennent des risques pour nous informer. Parce que Pérol, ce qu'il a fait, il nous a juste informés. C'est tout. Oui, mais il a donné des informations qui étaient fausses. Comme quoi ? Alors, c'est comme quoi ? Lesquelles ? Par exemple, dire que les vaccins sont dangereux. Buter les morts. Attendez. Il a donné des chiffres qui étaient faux là-dessus. Il a dit qu'il y avait des dizaines de milliers de cas de gens qui avaient eu des problèmes à cause du vaccin. Mais c'est la réalité, monsieur. C'est vrai. Alors, non, c'est vrai. Alors, allez voir carrément sur le ministre de la Santé, là, sur leur ministère de la Santé. Regardez les chiffres, il y en a certains, ils peuvent tous les tricher, ils peuvent plus tricher. Mais vous verrez que déjà ce n'est pas un vaccin, arrêtez avec ça, c'est une thérapie. Ce n'est pas les vaccins d'autrefois, c'est une nouvelle thérapie, d'accord ? Et ils ont eu beaucoup plus de cas. Des gens qui ont eu des problèmes graves, voire qui sont morts des vaccins. Vous dites qu'il y a un site de référence ça. Oui. Sauf que vous avez compris que les chiffres dont vous parlez, c'est des signalements. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui ont dit peut-être qu'il y a un problème avec ce vaccin. Non. C'est pas des cas avérés. C'est des cas avérés. Je vous conseille, je vous invite à aller sur l'autre manif qui est là-bas, où il y aura des prises de parole et vous aurez des témoignages de familles qui ont perdu un proche. Attention, moi je... Est-ce que ça a été avéré que ce proche est lié au vaccin ? Si la personne, elle est... Alors, expliquez-moi, une personne de 46 ans, en parfaite santé, et qui fait du sport, et qui a une alimentation saine, et qui n'a jamais rien eu, prend 2 picouzes,
et se retrouvent à avoir des problèmes. Donc c'est pas lié peut-être. Et là, on voit qu'on monte tout de suite à 6 volts. 6 volts, c'est, par rapport à la norme européenne 0,6 volts par mètre, c'est 10 fois plus. C'est un sujet, encore une fois, qui est controversé, qui n'est pas reconnu politiquement. L'Agence nationale de la sécurité et de l'environnement sanitaire, dans son rapport de mars 2018, évalue la prévalence des personnes électro-hypersensibles de l'ordre de 5%. Pour être le moins exposé, il faut s'éloigner des gens. Donc, c'est le seul moyen. On voit l'augmentation des ondes qui se cumulent d'année en année. Le déploiement des antennes. On va citer toutes les technologies, tous les objets connectés. On nous parle de Smart City. Quelles sont les marges de manœuvre au niveau politique aujourd'hui? Cette invisibilisation, elle a deux formes. C'est d'abord le fait de nier les données scientifiques qui existent ou de les recouvrir avec des données scientifiques qui disent qu'il n'y a pas de problème. Et c'est le fait de dire que les gens n'existent pas.